Bonjour à vous. Alors dans les précédentes vidéos, on a vu qu'il y avait un niveau d'insécurité qui pouvait entraîner effectivement une sensibilité plus ou moins grande à la manipulation mentale et à la propagande. Et cette théorie, c'est la théorie de l'attachement sur laquelle Emmanuel Ducoq, qui est journaliste et psychopraticien, va nous parler. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aurélie. Oui, la théorie de l'attachement, c'est une théorie qui a été fondée par un psychiatre britannique qui s'appelle John Bowlby. Et c'est un super modèle explicatif pour comprendre ce qui fonde la sécurité de quelqu'un ou son insécurité, et puis les différentes formes d'insécurité intérieure et d'insécurité relationnelle. Alors c'est important de connaître ça parce que il semblerait que ce soit un modèle explicatif de la perméabilité ou l'imperméabilité aux tentatives d'emprise ou aux propagandes. Voilà, donc j'ai creusé un peu la question et je me suis rapproché d'une psychologue qui est spécialiste de cette théorie de l'attachement, qui s'appelle Gwenaëlle Persio. Elle venait de sortir un livre là, qui est dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle Guérir des blessures d'attachement. Et je l'ai contactée parce que je soupçonnais que le mode d'attachement, le style d'attachement de chacun pouvait expliquer que des gens soient manipulables ou pas. Et elle m'a confirmé qu'elle observait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, la manière dont on a été traité enfant, la manière dont les adultes ou les figures d'attachement ont interagi avec nous, va créer soit de la sécurité, une confiance dans la vie, une confiance dans les autres, soit certaines insécurités. Donc s'il y a eu des traumatismes, s'il y a eu une rupture du lien d'attachement, des difficultés dans l'éducation ou dans le parcours de vie, on va dire, dans l'enfance principalement, mais aussi ensuite dans l'âge adulte, eh bien on aura plusieurs styles d'attachement qui seront dits insécures. Et si on a été traité avec amour, avec de l'affectivité, avec de la compréhension, de l'écoute, là on sera confiant dans la vie et on aura de la sécurité intérieure. Voilà. Oui. Alors, j'imagine la question que tu pourrais me poser, puisque tu ne l'as pas posée. Ça veut dire que les gens sécures, qui ont été bien traités, vont être plus résilients face aux propagandes. C'est ça ? C'est effectivement une question qui m'intéresse beaucoup. Alors c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Donc c'est pour ça que je vais décrire un peu les styles d'attachement tels qu'ils ont été décrits par John Bowlby. On a deux manières d'être sécure. Il y a le sécure d'origine. Là, l'enfance a été super. Ce sécure d'origine, il est confiant dans la vie. Et quand il va être face à un prédateur, mettons un pervers narcissique, il ne va pas le voir venir. C'est le candide. C'est le candide. C'est candide. Et donc, il va commencer par être victime, même en étant sécure. Parce qu'il n'a pas croisé de prédateurs dans sa vie. Donc la première fois que ça arrive, eh bien, il va être bousculé et il peut tomber en état de sidération, de vulnérabilité, obéir ou croire à ce qu'on lui raconte. Il a un avantage, c'est qu'il sait ce que c'est que la sécurité, donc il va comprendre plus vite les mensonges, les embrouilles. Mais il faudra que ça aille suffisamment loin pour qu'il le comprenne. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il perdra sa sécurité et il faudra qu'il la retrouve et il grandira en discernement. Donc ça, tu appelles ce genre de profil-là comment ? Alors le sécure naïf ou sécure d'origine, ça dépend des auteurs. Naïf est pas mal parce que justement, il est un peu une oie blanche. Ensuite, il y a le sécure acquis. Le sécure acquis, eh bien, c'est le plus costaud. Parce que lui, il a eu un parcours de vie, et ça peut être dans l'enfance avec des traumas, qui ont créé de l'insécurité. Et il a retrouvé sa sécurité en même temps qu'un grand discernement sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. Il peut l'avoir fait de trois manières. Ça peut être par un engagement positif dans la vie, ça peut être en ayant rencontré des personnes qui l'ont sécurisé, ou ça peut être par un travail sur lui-même. D'accord. Un engagement positif dans la vie. De la réussite par exemple, D'accord. quelqu'un qui s'est investi dans la vie et qui a acquis de la sécurité par son activité et donc qui a
acquis de la confiance dans lui, dans l'autre. C'est ça. Voilà. En expérimentant des choses, il a vu que ça allait bien et il a acquis de la confiance. Voilà. Okay. Et en même temps, il sait qu'il existe des gens pas forcément recommandables, pas forcément bienveillants. Donc il est à la fois sécure, acquis, et en même temps, il n'est pas naïf. Ouais. Et donc les plus vulnérables aux propagandes sont les gens qui sont insécures, alors de par leur parcours de vie et la manière dont ils ont été traités enfants. Et là, on a 3 catégories. Les plus atteints, on va dire, ce sont les désorganisés. Ils sont très minoritaires dans la population, on estime que c'est environ 5%. Les désorganisés, on ne peut pas grand-chose pour eux. Au niveau où nous on parle, ça relève d'une thérapie. Il va y avoir des troubles de la personnalité et un mode survie permanent qui feront qu'ils n'arriveront pas à gérer les phénomènes d'emprise et de propagande. On est d'accord, c'est pas désorganisé dans le sens où ils n'arrivent pas à organiser leur emploi du temps de façon très efficace. Hein. On parle d'autre chose, c'est plutôt quelque chose de psychologique. Alors, c'est des personnes qui vont se noyer dans un verre d'eau peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis avec tous les troubles psychotiques aussi, oui. La pathologie, on va dire. Et effectivement, on ne va pas être très organisé si on est désorganisé. C'est vrai aussi dans l'organisation de son emploi du temps. Ensuite, il y a les anxieux. Alors les anxieux, ce sont des gens qui ont un attachement, donc dit anxieux, qui peuvent être dépendants. C'est-à-dire qu'eux, ils sont facilement dans les peurs. Ceux-là, c'est les premières victimes des tentatives d'emprise, de manipulation ou de propagande. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a un danger, un ennemi, quel qu'il soit, comme ça réveille tout de suite l'anxiété sous-jacente qui est en eux, eh bien leur attention va être complètement focalisée sur le danger et ils ne vont pas voir les signaux qui peuvent être rassurants ou les signaux contraires à ce signal de danger. Dès qu'il y a un signal d'alarme, ils vont y croire. Ils vont dire directement. Voilà. Ouais. Alors ceux-là, eh bien, on va dire, ce sont les gens qui vont être dans la peur et faire ce qu'on leur dit parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Alors ça va créer une sécurité artificielle, ils vont s'en référer aux gens de pouvoir qui ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent, etc. Ceux-là, il semblait qu'ils représentaient 25% de la population, d'après des statistiques, mais il semble que la population jeune soit plus il y ait plus d'insécures et d'anxieux dans la population jeune. C'est-à-dire que c'est un pourcentage qui augmente. Les deuxièmes personnes potentiellement victimes de manipulation, ce sont ce qu'on appelle les attachements évitants. Ce sont des gens qui sont coupés de leurs affects, de leurs émotions et de leurs sensations. Par peur, bien sûr, il y a de l'insécurité. Et donc, eux, ça va plutôt être du style quand mettons une dictature commence à germer quelque part, ou qu'il y a des prises de pouvoir, un régime sécuritaire qui se met en place, eh bien eux, au début, ils vont se débrouiller pour vivre, ils vont pas vouloir y penser, ils vont pas trop réfléchir, ils vont éviter de se renseigner, mais ils ont un peu conscience que quelque chose cloche. Alors ceux-là, ils vont pas forcément obéir tout de suite parce qu'ils sont pas dans cette peur qui fait qu'ils adhèrent à la narration officielle, par exemple, dans le cas d'une propagande, mais par contre, voilà, ils vont louvoyer, pas vouloir trop y penser. Et puis, s'il y a de la contrainte, là, ils vont quand même éventuellement devenir obéissants. Donc, ces attachements insécures, en fait, c'est important de les connaître pour 2 raisons. D'abord parce qu'on peut se reconnaître comme tel. Oui, moi j'ai des portraits qui me viennent dans la tête quand tu parles des différents types de profils. Alors justement, est-ce que tu peux citer un exemple ? C'est là où on va vérifier si le modèle explicatif est pertinent. Oui, j'ai le père de mes enfants qui est plutôt un anxieux. Ok, donc dépendance affective, très dans les affects. C'est ça, voilà. Et mon fils aîné qui est plutôt le dernier profil. Qui va être évitant. Il sait qu'il y a des choses qui se font, il sait, mais il ne veut pas regarder, il ne veut pas prendre les informations. Juste, voilà, c'est pas grave, plutôt à faire l'autruche. Voilà. Alors, comme c'est ton fils et que je suppose tu vis avec lui, toi tu vas créer de la sécurité. Et là, on verra ça dans la prochaine vidéo. Gwenaëlle Percio, elle confirmait vraiment
que les gens qui étaient rentrés, par exemple, dans la narration officielle du Covid, étaient les anxieux avant tout. Les évitants, elles n'en côtoient pas beaucoup en tant que psychologues, parce qu'ils vont éviter aussi d'aller se soigner. Les anxieux aussi vont aller voir direct leur médecin. Ils vont voir des psys et des médecins. Et comme les médecins, souvent, ont tendance à adhérer à ce qui est officiel, puisqu'ils sont censés le faire, eh bien, ça ne va pas diminuer forcément leur anxiété, ou alors ça va la diminuer, mais parce qu'on obéit. Donc, Gwenaëlle Perciaud elle-même se reconnaît comme une hybride sécure acquise et à tendance évitante. Donc, elle a dû, comme elle se connaissait, elle a travaillé sur ses évitements. Et elle avait quand même une capacité à réguler ses émotions. Et dès qu'elle a retrouvé la sécurité, eh bien là, elle s'est mise à se renseigner, à lire la presse indépendante, et là, à voir que tout ce qui était dit, à tout le moins, n'était pas entièrement vrai. Voilà. Et c'est là qu'elle a commencé à entrer, elle aussi, en dissidence et à s'intéresser à Réinfo Covid, par exemple. Ok. Alors, le deuxième avantage de connaître ces filtres, c'est que ça permet d'interagir efficacement, plus efficacement, avec des gens qui sont eux-mêmes sous emprise. Oui, et ça c'est une question qu'on me pose souvent, effectivement, que vous devez vous poser aussi, c'est comment on peut communiquer avec quelqu'un. Parfois on cherche plutôt à éviter le sujet, c'est ce que j'ai fait en fête de famille récemment. Mais en fait, ça peut être intéressant aussi de savoir comment on peut parler à ces personnes qui sont sous emprise, qui n'ont pas du tout le même narratif et le même point de vue à ce niveau-là, qui ne vont pas chercher les sources au même endroit. Comment on peut parler avec ces personnes-là qui ne fonctionnent pas sur le même terrain. Et ça, donc, Emmanuel va nous en parler dans la prochaine capsule vidéo. Je vous donne donc rendez-vous sur la prochaine vidéo.